Bonjour à tous et aujourd'hui, le docteur Volcy va nous faire une présentation sur le thème des lignes directrices en nutrition. You can get started, Dr. Volcy. Good morning, everyone. And my name is Dr. Volcy, and I'm going to be giving a talk on how to talk about nutrition with your patients. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Volcy, puis aujourd'hui, ma présentation portera sur la nutrition. Okay. So first, I have no disclosures. Alors, je n'ai rien à déclarer. Sorry. So by the end of this talk, I will hope that you will be able to summarize the updated American Diabetes Association current practice recommendations on the management of obesity to prevent type 2 diabetes, discuss the updated dietary guidelines for Americans. I'll review the updated nutrition pyramid using examples, and then hope that by the end, you'll be able to competently counsel your patients on nutrition. Bon, alors, mes objectifs aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ma présentation, vous serez en mesure de faire un résumé de les pratiques présentes de l'Association américaine du diabète, c'est-à-dire sa dernière version qui a été mise à jour. Ensuite, de discuter des lignes directrices sur la nutrition pour les Américains et ensuite revoir la mise à jour de la pyramide nutritionnelle en utilisant des exemples et d'être en mesure de bien conseiller vos patients en matière de nutrition. Okay, next, you might be wondering, let's see, there it goes. How did I get into nutrition as a doctor? Well, I believe that back in medical school, I'll admit, our medical schools, at least in the United States, they don't really give us a lot of nutrition education. There's just a small little course, maybe for a few weeks, and then we're done. So I don't feel like we had enough nutrition education. Bon, alors, vous vous demandez peut-être comment je me suis intéressée à la nutrition. C'est que j'ai trouvé que à l'école de médecine, du moins aux États-Unis, on ne nous formait pas beaucoup en nutrition. On avait un cours qui durait peut-être une semaine et je trouvais qu'on n'avait pas assez de connaissances pour justement bien conseiller nos patients qui présentent des problèmes qui pourraient se régler à l'aide d'une nutrition plus équilibrée. So as I was managing patients as a internal medicine doctor, outpatient mostly, I would have patients that would come in very concerned about their weight and how they would love to lose this weight, and it would be a huge problem for them, and you could see that they really have tried everything and they are very unhappy about their weight, and they're coming for medical advice about how can I lose weight. And as we know, obesity is a major morbidity. Bon, alors en tant que spécialiste en médecine interne, je prends en charge à la clinique externe des patients qui viennent me voir et qui me disent « Je suis en surpoids ou je suis obèse » et ce sont des gens qui veulent perdre leur excès de poids. Et moi, je voulais être capable de leur offrir une meilleure prise en charge de leurs problèmes pour être capable de bien les encadrer, de bien les conseiller. So I could see that, patients need professional help in dealing with obesity. We know the pharmacology of, which medicines to use, but I wanted to get more education for myself on the nutrition side of it and how to
give them more advice. We refer them to the nutritionist and they go and have counsels with the nutritionist. But before they go there, what kind of extra counseling can I do for them while they're in the office with me? Bon, alors, les patients viennent me voir et puis là, bon, ils ont des questions, ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour perdre ce poids-là et on connaît tous l'aspect pharmacologique de la prise en charge des gens qui ont du surpoids, et on les envoie voir des nutritionnistes qui vont bien les conseiller. Seulement moi, je voulais être en mesure de les conseiller avant même qu'ils arrivent au bureau du ou de la nutritionniste. Okay. So that's how I embarked on just reading more and finding more information on how I can help them. So I encountered that there's the USDA and the government actually has a document called Dietary Guidelines for Americans that comes out every 5 years. Bon, alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser encore davantage à la nutrition et je me suis mis à me renseigner, à me documenter. J'ai lu beaucoup là-dessus et là, j'ai trouvé qu'à tous les 5 ans, l'Association américaine du diabète met à jour ses lignes directrices en matière de nutrition et sa pyramide alimentaire. So at the time that I first started embarking on it, this was the 2015 to 2020 edition. And the main thing that has been changed is that if you looked at, they kind of changed the pyramid that we all know by changing the order slightly. And so I'll go into this in the ensuing slides. Bon, alors, la pyramide qui est illustrée ici, c'est celle qui était la dernière, qui était valide pour les années 2015 à 2020. All right. So, and then there's also some, other literature that I would pull out, and this is a more recent one on obesity and weight management for the prevention and treatment of type 2 diabetes that came out for standards of medical care in 2022. Bon, j'ai aussi cette ressource qui est en vigueur depuis 2022, qui est la prise en charge du surpoids et de l'obésité afin de prévenir et de traiter le diabète de type 2. Et on parle ici des standards de soins médicaux en ce qui concerne le diabète. So, some key points that come out of that manuscript are that obesity management can delay progression from prediabetes to diabetes. Modest weight loss also can control diabetes, as we know, and can reduce the need for meds, and the reduction has been sustained for 2 years. And metabolic surgery can lead to remission of type 2 diabetes. Bon, alors les points principaux, c'est que la prise en charge de l'obésité peut retarder la progression du prédiabète au diabète. Ensuite, une perte de poids même modeste peut contrôler le diabète de type 2 et réduire le recours aux médicaments. Et cette réduction a tenu bon pendant 2 ans, du moins dans les articles qui ont été écrits à ce sujet-là. Now, with the last point about metabolic surgery can lead to remission, I want to add, in addition to nutrition, exercise or not being sedentary can also help with weight loss. And it can also, if you can, include exercise, an exercise regimen in your
patients' plans, that can really make a big difference that you wouldn't believe. So I can give you one example, a personal example. I have a nephew that was morbidly obese, and he started walking. So he was to the point where I thought he needed metabolic surgery to reduce his weight. He started walking, and since the summer, just walking every day, he has lost 110 pounds, just walking. And he would walk 3 miles in the morning and 3 miles in the afternoon. So if I didn't see it myself, it would be hard to believe. But he no longer needs any metabolic surgery, just walking. So sedentary lifestyle, which is really bad, you know, especially with COVID, when everybody was shut in, is really a big factor to encourage people to walk. Bon, alors, il y a aussi la chirurgie métabolique qui peut mener à la rémission du diabète de type 2, mais à ceci, j'aimerais ajouter que l'exercice peut aussi réduire, mener à la rémission du diabète de type 2. Et ici, je peux vous donner un exemple. C'est un exemple personnel. J'ai un neveu qui souffrait d'obésité morbide. Et à un point tel que je voyais qu'il avait besoin d'une chirurgie métabolique. Mais il s'est mis à marcher tous les jours et puis il avait perdu 110 livres, ce qui est à peu près 50 kilos. Et puis, il n'a plus besoin de cette chirurgie-là. Et tout ce qu'il a fait, c'est marcher 3000, ce qui ferait à peu près 5 km le matin et l'après-midi. Alors, l'exercice peut faire une très grande différence. Okay. And then so when I counsel patients to lose weight, it's better to give them a reasonable goal, because if you are more than 50 pounds over your actual goal, it's unrealistic to say, okay, I want you to get to be 140 pounds and you're 300 pounds right now. What I usually do is I tell them, take 10% of your current weight, or the first 2 digits to make it easier of your weight, and then that would be your goal to lose over 6 months. Bon, alors, ce qu'il faut faire quand on parle de perte de poids, c'est de fixer un objectif et maintenir l'objectif de perte de poids de environ 10% du poids actuel avec le régime, la nutrition et l'exercice. Par exemple, si une personne pèse 150 kilos, on ne peut pas lui demander de descendre à 60 kilos juste comme ça. C'est un but qui est très... qui apparaît très loin et très ardu à atteindre. Mais ce que je leur dis, c'est prenez 10% de votre poids actuel ou bien les 2 premiers chiffres de votre poids actuel et vous allez vous mettre cet objectif-là de 10% qui est le poids que vous avez besoin de perdre avec de l'exercice et une bonne nutrition. Now, this manuscript says more than or equal to 5%, but they didn't specify the timing. So 10% in 6 months, I think, is reasonable. Bon, ici, la diapositive dit 5%. Mais ça ne donne pas, ça ne dit pas en combien de temps. Et d'après moi, 10% en 6 mois, c'est très raisonnable. Okay. And they also mentioned in the manuscript that you can recommend in certain select populations, very select and under physician supervision, that you can do a short-term, very low-calorie diet. And those are usually for people who are trying to, if they're going for a joint replacement, and usually the orthopedic surgeon requires, if the person is morbidly obese, that they lose a certain amount of weight. So maybe in supervision, that's an example. I wouldn't recommend it in people who have a history of eating disorders, like, of course,
because that is not good. But just in very select populations, they do recommend that. Bon. Alors, on peut aussi considérer des régimes à faible teneur en calories pour une courte période, mais ça doit être utilisé sous la supervision très stricte des professionnels de la santé, et ça, c'est dans certains cas. Un exemple, c'est si une personne doit avoir un remplacement de la hanche ou du genou, et puis que le chirurgien leur dit, tu dois perdre une certaine quantité de poids avant que je puisse t'opérer. Si un patient, par exemple, souffre d'obésité morbide, un régime comme celui-là, dans ces circonstances-là, c'est possible de le faire, c'est pas une mauvaise idée. And so then once, this is where a lot of people gain the weight back, because once they've gotten to their goal, whether they've joined a professional, they're those national, the companies that you see on TV, once they achieve their goal, they say, oh, I've gotten to my goal of 50-pound weight loss. And then they go back to their old eating habit, and then the weight comes back, or they stop the exercise regimen. So the key thing that the manuscript, the article that I showed you said, is for those who achieve their weight loss goal, you need to continue it. You continue the diet. You have to do a weight maintenance program for over a year past that, so you can stay where you are. So the most common thing is people just drop the diet that they are, and they say, oh, I reached my goal, yay. So now they're back, and then they're surprised when the weight comes back. So they need to continue. And then keep in mind that the 150 minutes a week of rigorous exercise that is recommended, that is if you want to maintain your weight. If you want to lose weight, you need to go above that 150 minutes a week of exercise. You need to go 200 to 300 minutes so that you could lose weight. Bon. Pour ceux et celles qui atteignent leur objectif de perte de poids, et on recommande qu'ils le maintiennent pendant un peu plus d'1 an, parce que souvent les gens vont atteindre leur objectif et ils retournent à leurs anciennes habitudes et ils reprennent le poids. Et ces groupes-là doivent continuer leurs nouvelles habitudes alimentaires, et entre 200 et 300 minutes d'exercice, d'activité physique, pour continuer à perdre du poids, et 150 minutes pour maintenir la perte de poids, c'est-à-dire pour rester au poids que l'on avait réussi à atteindre. Et ça doit, on doit continuer ces nouvelles habitudes-là, parce que sinon, le poids va revenir. Yeah. And then another thing, when I'm talking with patients and I say, do you exercise? And they say, yes, I walk my dog. That is not exercising. That's walking your dog and getting fresh air, because the dog is going to stop at every mailbox. And so every few steps you're stopping and you're just waiting for the dog. That's not exercising. Walking to exercise is that you're walking briskly to the point where you are out of breath if you're trying to talk to someone. That is the type of exercise, because you have to get your heart rate up. Bon, alors, et en ce qui concerne l'exercice, je demande souvent à mes patients, est-ce que vous faites de l'exercice? Ils me répondent, oui, je fais de l'exercice, je promène mon chien. Ça, ce n'est pas de l'exercice, parce que le chien, il arrête à toutes les boîtes à lettres ou tous les coins de rue. Ça, c'est pas de l'exercice. Et ce qui est considéré comme de l'exercice, par exemple, quand on fait de la marche, il faut marcher assez vite pour être essoufflé au point où c'est difficile de parler à une autre personne tout en continuant à marcher à cette vitesse. Okay.
And the ideal heart rate, if you're exercising, is usually 220 minus your age, I believe. So Can you repeat that again? the ideal heart rate, the target heart rate when you're exercising should be 220 minus your age, usually. Bon, alors, le rythme cardiaque que l'on doit maintenir lorsqu'on fait de l'exercice, ça doit, c'est 220 moins votre âge. Et ce chiffre-là, la différence, c'est le rythme cardiaque que l'on doit atteindre et maintenir pendant l'exercice pour que ça compte comme de l'exercice. Okay. And key thing, because you have patients that are going to the herbal store and they come with a bag full of vitamins that they're taking. And there's no evidence that dietary or herbal supplements help with weight loss. Bon, alors, il y a des patients qui arrivent avec un gros sac plein de suppléments, d'herbes, de vitamines qui sont supposés aider à la perte de poids, mais il n'y a absolument aucune preuve que ça fonctionne. Okay, so the main thing also is reducing calories, because so counting calories is a good thing. Some places actually now post the calories in certain meals. Reducing calories and, you know, portion size is a big thing as well. Portion size, reducing portion size is in what you're eating. And there is a plate recommendation now that I also mentioned this to my patients, that half of your, you know, you need to put vegetables, all different colored vegetables in salad, but half of your 1/4 of your plate should be your protein or your meat. Another portion, 1/4 should be like your rice or your pasta, not the whole plate. Bon, alors, les autres recommandations, c'est la réduction du nombre des calories et aussi, il faut prendre en considération les portions. Et ce que l'on recommande, c'est qu'un quart de votre assiette, ce soit la viande ou les protéines, et ensuite la moitié, ce sont des légumes, et l'autre quart, ce sont des hydrates de carbone. And with so with that would definitely be a big factor. There are some prescription medications that can help, and surgical options are available, and they've actually reduced the BMI recommendations of when to recommend people for gastric bypass. Bon, alors, il y a certains médicaments que l'on peut prescrire et qui vont aider à la perte de poids. Il y a aussi des options chirurgicales qui sont conseillées dans certains cas. Now, it is important to recognize that some patients, you know, their social determinants are playing a role in what they can eat. So you have to meet them where they are. Bon, il y a des déterminants sociaux qui influencent grandement les aliments qu'une personne peut consommer. Alors, il faut en tenir compte lorsqu'on parle aux patients. On peut leur recommander de bien manger et d'éviter certaines choses, mais il faut aussi voir est-ce que ce que l'on recommande de manger, est-ce qu'ils peuvent y avoir accès? Est-ce qu'ils ont les moyens de se le payer? Right. And so it's not reasonable to ask someone who lives in a food desert to go and buy, you know, things that they have no access to. So it's reasonable to say, okay, if you are going to a fast food restaurant, then because I would ask patients, do you eat fruits and vegetables? And they say, no, I don't eat fruits and vegetables. And I say, but do you eat hamburger? And do you have salad in there? He said that, yes, that's the only time I'll eat fruits and vegetables. So then I will say, can you please put
more lettuce and more tomatoes in there? Or when you eat a pizza, can you ask for the pizza to have more broccoli or olives on it? Meet them where they are. Bon, alors, ce n'est pas, c'est pas raisonnable de demander à un patient qui habite dans ce qu'on appelle un désert alimentaire de consommer certains aliments quand on sait qu'il n'y a pas accès. Ce que je fais avec mes patients, par exemple, c'est que je leur demande, bon, mais est-ce que tu manges des fruits et légumes? Et ils me disent non. Je leur dis, mais est-ce que tu manges des hamburgers? Et ils me disent oui. Est-ce qu'il y a des légumes dans ton hamburger? Est-ce que tu as une salade? Ils disent oui. Bon, alors, tout ce que je te recommande, c'est d'ajouter plus de laitue et plus, disons, de tomates ou de choses comme ça à ton hamburger. Si tu manges de la pizza, demande à ce qu'on mette plus d'olives, plus de brocolis. Et ça fait que les gens sont capables de consommer un peu plus de légumes de cette manière-là. Il faut vraiment leur recommander des choses qui sont possibles pour eux de faire. At our hospital where I work, it's an underserved hospital. So we actually have a food pharmacy for the last 2 years with fruits and vegetables donated from the local community food bank. And our residents actually volunteer there on a weekly basis for patients who screen positive for food insecurity. Bon, l'hôpital où je travaille, c'est un hôpital qui est pauvre en ressources. Et nous avons une pharmacie alimentaire et nos résidents, ils font du travail volontaire là-bas pendant la semaine. Les fruits et légumes de cette pharmacie alimentaire-là nous sont fournis par des commerces de la communauté et les gens qui testent positif pour une alimentation pauvre et un manque d'accès à de la nourriture saine vont y aller et on va leur donner de la nourriture des fruits et légumes. We don't have a lot of resources, so we were limited to those patients who have uncontrolled hypertension or uncontrolled diabetes defined by A1C greater than 9% or if they're geriatric. Alors, nous n'avons pas beaucoup de ressources, alors nous limitons l'accès à cette pharmacie alimentaire à nos patients qui sont soit gériatriques, soit qui sont diabétiques ou bien qu'ils font de l'hypertension qui n'est pas contrôlée. And it's sometimes you will have patients refusing even if they screen positive for food insecurity because they say they won't eat the food. So we now add canned goods, and the food is not just for the patient, it's for everyone in their household for 1 year. And they would have to participate, they have to go to a nutrition class that our residents actually cook alongside the patients, and the residents love it. Bon, alors, on a des patients qui refusent la nourriture, même si même s'il a été déterminé qu'ils souffrent d'insécurité alimentaire. Et nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va aussi ajouter des aliments en conserve. Et ce n'est pas seulement pour le patient ou pour la patiente, mais pour toute la maisonnée. Et on leur demande aussi, ils doivent aussi participer à un cours de nutrition et nos résidents cuisinent à leur côté. Et les résidents adorent ça. And this way, the food that is donated, there's different food every time. So let's say they give raspberries and the patients are looking at them like, what do you want me to do with these raspberries? But the nutritionist will create a recipe with the donated food so that the patient and the resident together will cook it so that that's the whole packet that's going home. So the patient can then go home and make the same recipe using the food. Bon, alors, par exemple, si une semaine, nous recevons des framboises et nous donnons ça à notre patient,
Et là, le patient dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces framboises-là? La nutritionniste va composer une recette pour utiliser les framboises et nos résidents vont cuisiner cette recette-là avec les patients. Alors, le patient peut retourner à la maison avec la recette et à l'avenir, lorsqu'il aura des framboises, il pourra refaire la recette. And I've started to include our medical students in the nutrition classes as well. Et j'ai commencé aussi à inclure les étudiants en médecine dans ce cours de nutrition-là. Okay, so then I'll give you a couple of examples about how nutrition, lifestyle, and health are affected. Bon, alors je vais vous donner quelques exemples comment on s'y prend avec la nutrition, le style de vie et la santé. They all interact. Okay. So this is a picture of sumo wrestlers. And as you know, sumo wrestlers are huge. Sumo wrestler eats 7,000 calories a day, but they exercise about 8 to 10 hours a day. When they're exercising, they're practicing. So as you can see, there's a circle there. And the winner is the person who pushes the other one outside of the circle. Bon, alors ici, on voit des lutteurs, des sumo, et on voit qu'ils sont énormes. Et eux, ils consomment environ 7 000 calories par jour, mais ils font aussi de l'exercice pour 8 à 10 heures par jour. On voit ici qu'ils sont dans un cercle et ils s'exercent. Et lorsque le vainqueur du combat, c'est celui qui réussit à pousser l'autre sumo à l'extérieur du cercle. And when they're exercising and when they're, competing, they're pushing all their weight. They're using all their muscles to push that person back, and they're really trying to keep their balance. So they're like using all their muscles, their legs, their arms. Bon, alors, lorsqu'ils combattent comme ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient, avec tout leur corps, toute leur force et tous leurs muscles, de pousser l'autre personne. And you would think that a sumo wrestler who has this high BMI, they're morbidly obese by weight, you would think that they are very unhealthy and they might have hypertension and diabetes. Alors, quand on voit comment ils sont gros, on pourrait conclure qu'ils souffrent d'hypertension et de diabète de type 2. But the converse is true. They actually, the obesity that they have, the fat is actually subcutaneous fat. It's not the bad fat that we have that would be in the intestines, getting into the intestines, where obesity, where adults have, which is the bad one. It's all external, and it's all subcutaneous. And they've done studies where they've done lipid levels and checked their A1C, very healthy. They have a low incidence of diabetes and hyperlipidemia. Bon, alors, en fait, les sumos, ils ont beaucoup de gras, mais c'est du gras qui est sous-cutané, c'est externe. Ce n'est pas le mauvais gras qu'on appelle qui va aller se loger dans l'intestin. On a même vérifié leur niveau de lipides. Très peu d'entre eux vont souffrir, par exemple, d'hypertension, et leur taux de lipides n'est pas très élevé. So, and why is that? They exercise 8 to 10 hours a day. That's a lot of hours. And however, once they retire, they're no longer doing that exercise, and the rate of diabetes and hypertension and dyslipidemia rises once they retire and stop the exercise regimen.
Cependant, lorsqu'un sumo prend sa retraite, il ne fait plus d'exercice 8 à 10 heures par jour comme avant. Et puis là, c'est là qu'on va voir la dyslipidémie, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes dus à l'excès de poids. So, okay. And so this, I love this picture. This is a Hadza tribeman of Tanzania. Bon, j'aime énormément cette photo. Ici, c'est un Tanzanien qui fait partie de la tribu Hadza. So anthropologists have studied these tribes. They're nomadic tribes. So they live pretty much the same way their ancestors have lived in the generations ago. And what they found is that if they survive past the first 5 years of life, childhood, they actually have a very good life expectancy. They have a low incidence of cancer, low incidence of autoimmune disease, low incidence of diabetes, hypertension. Bon, alors les anthropologues ont étudié ces tribus-là et ce qu'on a trouvé, c'est que s'ils survivent passé l'âge de 5 ans, ils ont une longue espérance de vie, une très faible incidence de cancer, d'hypertension et de maladies auto-immunes. And why is that? They have a very low fat, content on their body. And that's because their walk, the male tribesman walks 9 miles per day, and the female walks 7 miles per day. La raison pour ça, c'est qu'ils marchent. Les hommes marchent 9 000 par jour, ça fait une douzaine de kilomètres, et les femmes 7 000 par jour, ce qui ferait un petit peu plus que 10 kilomètres. And again, it goes back to my 21-year-old nephew that lost 110 pounds since June of this year by walking. Et ça me ramène à mon exemple de mon neveu qui a perdu 50 kilos depuis juin dernier jusqu'à maintenant. C'est parce qu'il marchait. So they noticed they also have they get plenty of sleep, and even when in the evening when they're sitting, they are not actually sitting, they're squatting. They're just squatting. So even then they're using their thigh muscles. Aussi, on a trouvé que les hommes de la tribu, les gens de la tribu Hadza, ils ont une bonne quantité de sommeil, un bon nombre d'heures de sommeil, mais aussi le soir, lorsqu'ils s'assoient autour du feu, ils ne sont pas assis, ils sont accroupis. Alors même là, lorsqu'ils sont, si on peut dire, au repos, ils utilisent les muscles de leurs cuisses. And they actually looked at the organisms, the microbes in their guts, and they actually have more gut biodiversity than non-Hadza tribes members. Bon, alors une autre chose qu'on a trouvée au sujet de ces gens-là, c'est que on a examiné les microbes ou leur flore intestinale, et on s'est aperçu que leur flore intestinale a une grande diversité, beaucoup plus que les gens qui ne font pas partie de cette tribu-là. Now, then, so that's with exercise, as I have seen it personally in my family, and we've talked about with the Hadza, how does it that it does help. And what about genetics and obesity? Bon, alors on a vu les facteurs extérieurs comme la nutrition et l'exercice. Maintenant, on va voir l'aspect génétique de l'obésité. So these are sibling mice. And what they found is that the mouse on the right
lacks the hormone leptin, which is a hormone that they found that actually curbs appetite. So without the hormone, the mouse just kept eating. Now his sibling mouse had the hormone, normal amounts, and was not obese. Once they injected the mouse on the right with leptin, the mouse lost weight. And these are researchers from Rockefeller University that reported on this. Alors, il y a des chercheurs de l'Université Rockefeller qui ont fait des recherches sur le sujet de la génétique et de l'obésité. Ici, dans la photo, on voit que la souris à droite est énorme. Elle n'a pas l'hormone qui s'appelle la leptine. Ça, c'est quelque chose qui va donner un sens de satiété. Et les chercheurs ont injecté de la leptine à cette souris-là et la souris a perdu du poids. Now, when they realized this, they were celebrating because they were like, yes, we're going to win the Nobel Prize in medicine. But then they thought that they got the answer to obesity, to solve obesity. However, not everybody, it wasn't the one thing that causes obesity. They realized that there's a cascade of things that reactions that happen that can lead to it. Similarly, this is a child that lacked the hormone leptin, and then once they gave the child leptin, the child lost weight. Bon, en fait, lorsque les chercheurs ont vu qu'en injectant de la leptine à la souris qui était en surpoids et qu'elle a perdu du poids, ils étaient extrêmement heureux. Ils se disaient qu'ils allaient obtenir le prix Nobel de médecine. So, okay, you said that they were they were celebrating because they thought they'd get the Nobel Prize, but then I forgot they realized that it's not everybody who it's not in everyone that this is the cause of the weight loss. It's just a rare thing that some people would be missing leptin. Thank you. Alors, mais ils se sont rendus compte que le manque ou l'absence de leptine chez une personne n'est pas la seule cause de surpoids ou d'obésité. Ça arrive à quelques personnes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on ne peut pas donner de la leptine à tout le monde et s'attendre à ce qu'ils perdent du poids parce que si ce n'est pas la cause de leur surpoids. So then people with obesity, they said, well, that's not the only thing. There must be more to it. There must be other causes. So they said they might have, there's, as we said, there's genetics, there's environment, but they might have some regulation problems of the dopamine receptor, which causes them to have trouble resisting hunger. And so if in those who have gone through bariatric surgery, they found that it does help reset the hunger center, but that can be reset again and the hunger can return. Bon, alors, quand les chercheurs se sont aperçus que la leptine ou l'absence de leptine n'était pas la cause universelle de l'obésité, finalement, ils se sont dit, mais peut-être que c'est parce qu'il y a des gens qui sont obèses, mais qui ont la difficulté à réguler le récepteur de dopamine. Et ça fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à résister la faim. Et ça se produit lorsque la régulation de la dopamine est incorrecte. La chirurgie bariatrique peut corriger le centre de l'appétit, mais la situation peut se retourner et la faim peut revenir plutôt. And
again, with genetics, this twins, they found that twins, identical twins that were separated at birth and raised in completely different homes, sometimes different countries, when they find them and check them, they're still likely to be obese. So that tells you there has something to do with the genetics, has some percentage to do with this, as well as environment. So it's kind of a combination. Bon, alors, on a même vu chez des jumeaux identiques qui ont été séparés à la naissance et élevés dans des familles différentes, parfois même dans des pays différents. Et lorsqu'on les réunit plus tard dans la vie, les deux sont obèses. Alors, même si l'obésité est très présente dans la société et que c'est certainement, il y a sûrement un lien avec le comportement, les facteurs environnementaux, cette constatation qu'on a fait avec les jumeaux identiques, c'est certainement une preuve qu'il y a un aspect génétique au surpoids. Now, this is interesting. They've actually studied areas in the country in the world called blue zones, where they found that people live longer than the average life expectancy. So in California, for example, there is a community in a town called Loma Linda, where it's very interesting. There was a documentary that I saw on this, where, you know, there are people very commonly live past 90s, 95, 99, and the common thread there is that they all, a lot of people in that community, or the majority, it's a Seventh-day Adventist. And so they have a way of eating very healthy, they exercise. So they found, as they studied each of these different groups, that they have certain threads that contribute to them living longer, their lifestyle. Bon, alors, il y a des chercheurs qui ont, qui ont fait une découverte et ils ont appelé ça les zones bleues. Ce sont des endroits dans le monde où la population ne souffre pas d'obésité et où les gens ont une espérance de vie de 90 et même 95 ans. Et ce qu'on a découvert à propos de ces différents groupes-là, bon, par exemple, à Loma Linda, en Californie, la population est une très grande proportion de la population est de religion adventiste du 7e jour, et ces gens-là se doivent de manger, d'avoir une vie saine et une alimentation saine. Et à cause de ça, ils vont vivre très longtemps et en bonne santé. And they mentioned about the people who live in Sardinia, Italy, for example. They also live, you know, way longer into their 90s. Now that region has a lot of steep hills, and they noticed that all the people there walk a lot, and they walk up and down these steep hills to go to the store every day or what have you. And they even showed you the calf muscles of these people are really very developed. And they say that walking up and down those hills contributes to, you know, that just a healthy lifestyle helps contribute to the secret of how they're living longer. Bon, en Italie, en Sardaigne, les gens marchent beaucoup. Et l'île de la Sardaigne est c'est assez escarpé. Les gens marchent beaucoup tous les jours et ils doivent, disons, monter des côtes et les redescendre et remonter une côte. Ils font ça tous les jours. On a remarqué que ces gens-là ont aussi des mollets très développés à cause non seulement de la marche, mais à cause du terrain qui est escarpé. Et là, ces gens-là aussi vivent très vieux. So they kind of said, what's their secret? How do they do it? And
what they found is besides the exercise, these are some of the components that they found in people who live in what they call these blue zones. What is about their lifestyle that contributes to that? So they eat pretty healthy in moderation. Everything is in moderation. Another thing is they have a good family support and community support. They found that those who are very involved with, their grandchildren do well. So it's a variety. These variety of factors that they found help contribute to them having a full, very engaged life that really helps them. Alors, on s'est demandé pourquoi ces gens-là. C'est sûr qu'on connaît déjà la marche, mais il y a aussi, on a remarqué que les gens qui sont actifs dans leur communauté, les gens qui sont très impliqués auprès de leurs petits-enfants, par exemple, ce sont des gens qui vont bien. Ce sont aussi des gens qui mangent de tout mais en modération. And so what we find as I was mentioning about food deserts, unfortunately, your zip code here in the United States plays a role in, your health and your access to equitable health care, unfortunately. Bon. En ce qui concerne ce qu'on appelle le zip code, qui fait partie de l'adresse d'une personne et ça détermine, disons, auprès du service des postes, par exemple, ça détermine le quartier où une personne vit. Et alors, en ce qui concerne ça, disons, le quartier ou la région et la population détermine aux États-Unis votre alimentation et par le fait même votre santé. So that's something that we're, trying to fix, but it's still present and we have to admit that. Alors, c'est quelque chose auquel nous nous sommes attaqués, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille. And so one last thing, because I see we only have 5 more minutes. This another evidence-based example. So researchers from University of Pittsburgh took African Americans that live in a fast food heavy neighborhood and switched them to a typical African diet where that was high fiber, low fat, and they switched the diets. The group from Africa had the fast food diet for 2 weeks, and the group that lived in America with the fast food diet had the African diet for 2 weeks. And they tested markers for colon cancer in both groups. Within 2 weeks, the group that went from the fast food to the African diet started having improved markers for colon cancer, meaning their risk seemed to have been going down, whereas the group that was eating the fast food diet that normally eats the high fiber, low fat, their cancer markers for colon cancer went up. Their risk for cancer went up in just 2 weeks. Alors, on a fait une autre étude et on a pris des gens qui vivaient en Afrique et des gens qui vivaient aux États-Unis. Et ces groupes-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interchangé leur alimentation pendant 2 semaines. Alors, le groupe qui vivait aux États-Unis, pendant 2 semaines, a mangé exactement comme ces gens-là en Afrique mangeaient. Et à l'inverse, le groupe en Afrique a mangé ce que s'est alimenté comme les gens qui étaient aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'était une alimentation élevée en fibres et faible en gras, alors que l'alimentation aux États-Unis, c'était faible en fibres et avec des protéines animales et des gras en proportion élevée. Et en 2 semaines, après 2 semaines, on a testé ces gens-là, entre autres pour leurs marqueurs pour le cancer du côlon. Eh bien, les gens qui avaient des États-Unis, qui avaient mangé pendant 2 semaines l'alimentation de l'Afrique, avaient
leur marqueur pour le cancer du côlon s'était amélioré, c'est-à-dire que ça avait diminué. Et à l'inverse, les gens de l'Afrique qui avaient mangé pendant 2 semaines l'alimentation des États-Unis, eh bien, eux, leur marqueur pour le cancer du côlon avait augmenté. So African Americans have a 13-time higher rate of colon cancer than the rural South Africans. Alors, les Africains américains ont un taux 13 fois plus élevé de cancer du côlon que les Sud-Africains qui vivent dans la région rurale. So, and the thing that the dietary guidelines for America says is it's never too late to start changing your diet. It's never too late to start exercising. Even if you're 70 years old and you've been living, eating fast food and eating the wrong thing if you decide today that you're going to start, it will help improve your health and your weight. So you can't say, well, I'm 75, it's too late for me. It's never too late. Bon, alors, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour améliorer son alimentation et faire de l'exercice. Si vous avez 70 ans ou 75 ans, si vous améliorez votre alimentation et que ça va améliorer votre santé, même si toute votre vie, vous avez mangé des aliments, disons, malsains. And so I'm going to end here. There's a lot more to the lecture, but I see that it's 9 o'clock. And the new guidelines or what I was going to discuss, I could always come back and starting from here to talk about the new updated guidelines. But what it says basically is what I mentioned, make every bite count. So not everybody has access to gourmet, farmers markets around the corner from their house. But if they have something that they can go to, a fast food restaurant, get the salad there or ask for extra things. So whatever you have in your environment and make it culturally sensitive to you is what you can do. Bon, je vois que le temps file. Je vais terminer ici en vous disant qu'il faut s'assurer que chaque bouchée qu'on avale soit quelque chose qui apporte des bienfaits à la santé. Et il faut aussi s'assurer de bien comprendre le contexte social et culturel du patient à qui on s'adresse. Si cette personne-là habite dans un désert alimentaire et qu'il n'a pas accès, disons, à un endroit où on vend des fruits et légumes, comme un marché des agriculteurs ou des choses comme ça, à ce moment, mais qu'il y a, par exemple, des restaurants, la restauration rapide à tous les coins de rue, c'est sûr qu'on ne peut pas leur demander de s'alimenter avec des choses auxquelles ils n'ont pas accès. Mais ce qu'on peut dire, c'est OK, si tu vas manger dans un resto à tous les jours, s'il y a de la salade, s'il y a des choses que tu peux ajouter, par exemple, sur ton hamburger, un peu de laitue, un peu de tomate, des choses comme ça, suggérez-leur déjà d'ajouter ces choses-là à l'aliment qu'ils vont consommer là-bas. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Il faut leur demander des choses qu'ils sont capables de faire, qui leur est possible. And yes, this is about halfway through, but I see that it's 9 o'clock. Yeah, we can leave time for questions et maybe like one question. Est-ce qu'il y a une question? On peut prendre 1 ou 2 questions maximum. Si vous avez des questions. Il reste encore beaucoup à dire sur le sujet, mais puisque l'heure est terminée, on pourra continuer une autre fois, mais cependant, je peux prendre 1 ou 2 questions. Je vous félicite pour la présentation. Je suis Donatien de l'hôpital universitaire de Simon. Ma question est en rapport avec s'il y a une personne qui est prédisposée pour avoir de l'obésité, est-ce que les facteurs environnementaux
et la nutrition sera surtout à elle-même pour empêcher l'apparition de l'obésité chez cette personne. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, s'il y a une personne qui a une prédisposition pour avoir de l'obésité, alors une prédisposition génétique, est-ce que l'alimentation et la réalisation des activités physiques et à elles seules peuvent empêcher l'apparition de cette obésité chez la personne? If a person has the genetic, genetically predisposed to have the obesity problem, would an intervention about exercise and nutrition, could that keep the obesity to barge in, if I may say? Well, the leptin hormone they mentioned is very rare that people have that. But in terms of genetics, in terms of just like type 2 diabetes is more genetic because, I mean, you see it running in families, but exercise can definitely overcome it, and diet. And as I've shown, but if that's been tried, and generally what the insurance companies will want you to do before you go for bariatric surgery, they want you to document 6 months of trying in a nutrition program. And sometimes it will include medications, and then they will allow you to go for the bariatric surgery. Bon, en ce qui concerne la prédisposition génétique, il s'agit du manque de leptine, ça c'est très rare. Mais dans des familles où l'obésité et le diabète de type 2 est très courant, à ce moment-là, certainement que la nutrition et l'exercice vont faire une différence. Et ici, quand on demande une chirurgie bariatrique pour un patient, les compagnies d'assurance vont demander de bien documenter le cas, et ils demandent aussi que une preuve ou une documentation qui montre que le patient ou la patiente a passé 6 mois à faire de l'exercice et à bien manger, et que ça n'a pas fait disparaître l'obésité. À ce moment-là, ils vont accepter la chirurgie bariatrique. And the key is, I was going to tell them one last question. Okay. And then we're done. Une dernière question, but you can go ahead. The key is also... Est-ce qu'on peut dépister l'absence de leptine dans le corps? Est-ce qu'il y a un moyen de dépister ça? Is there a way that the doctor can find out if a person lacks leptin? It's not being done in clinical practice. So those were still research studies that were done, but in clinical practice, no. Because it's, from what they're saying, it's such a low incidence that it probably wouldn't be covered insurance-wise to get that checked. We do check things like the thyroid, make sure the thyroid is not the cause of anything. Dr. Volcy, it's not my place to say anything. I'm supposed to shut up and just repeat what you said, but that brought me a question. Since they figure it's so low, it would mean that the lack of leptin is so low, it would mean that it's such a rare occurrence. It would mean that how did they get to find that out? Is tested lots of people, or? No, it was with rats, the mice studies. OK. Bon, au point de vue clinique, on ne fait pas de dépistage de la leptine dans le corps parce que apparemment, c'est très, très rare. Cependant, on a appris ça en testant la leptine sur des rats. Alors, en pratique clinique, non, on n'essaie pas de détecter s'il y a le taux de leptine d'une personne, mais on va vérifier des choses comme, par exemple, la fonction de la thyroïdienne. And the main thing is make sure you are culturally competent with the patient. So if you have a patient, for us, definitely I had a lot of patients from Haiti.
And so I would say, okay, the rice and beans, the whole plate cannot be rice and beans. That's too much. So, and then that's what we're used to, right? And then you put the chicken on the side. And then, so I'll tell them, no, not too much rice. So you need to put it just a fraction. And if I can move forward, I'll move forward to show you the plate that I recommend for the patients. That you've probably seen this, that we recommend that they arrange their plate this way. And then, so have half the plate be vegetables, quarter plate fruits. The rice should only be, here, but usually, we have the whole plate of rice, that's too much. And then the protein. Bon, alors, ce qui est très important, c'est de connaître et de comprendre la culture de votre patient. Moi, c'est sûr que je suis aux États-Unis, mais j'ai quand même de nombreux patients qui viennent d'Haïti. Et je sais que dans l'assiette, il y a énormément de riz et de légumineuses. Alors, je leur dis, mais écoute, c'est beaucoup trop de riz et de légumineuses. Et là, je leur montre ici l'assiette que vous voyez ici dans la diapositive. Je leur montre comment l'assiette doit être composée. Alors, ce qu'on voit ici, dans la partie jaune, on voit, c'est écrit grains. Alors, ça, ce serait, par exemple, les céréales ou les féculents. Ça pourrait être, par exemple, votre riz. Et on voit que ça n'occupe pas toute la place dans l'assiette. Alors, je leur montre ça. Parce que je sais ce qu'ils mangent. Mais enfin, si je ne le savais pas, je pourrais leur demander. Mais ça, c'est l'assiette qu'on recommande. This is another way of showing it. Bon, alors voici une autre illustration qu'on peut utiliser pour expliquer comment ce qu'on doit manger. C'est encore la même assiette que tout à l'heure, mais quand on parle, par exemple, de grains entiers, on explique en quoi consistent les grains entiers. Et la même chose pour les protéines, les fruits et toutes ces choses-là. Okay, we're at 9:11, so we have to move forward to finish, but we can continue the second part a second time. I can schedule you. Thank you so much. Merci à tous. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer par email. Le docteur Volcy va continuer cette présentation une prochaine fois. And merci encore, Doris. Oh, this is a picture of my resident in the food pharmacy. Okay. Yeah, I told them that they can always email any questions they have. Okay. And let me give you my, I had my email. You can give them my email. They can feel free to. Yeah, usually they just email me and then I'll share. Okay, sure. Thank you, Barbara. Merci. Merci tout le monde. Merci, Dr. Volcy.